Et Pierre-Yves Maxwin nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue. Vous arrivez tout juste du Québec et vous êtes donc l'auteur de ce livre. En as-tu vraiment besoin ? Ça a cartonné dans la province francophone et pas seulement, au Canada. C'est aux éditions Les Arènes, ça sort cette semaine en France. Alors, donnez-nous des exemples pour commencer. De quoi pourrait-on se passer ? Qu'est-ce qui vous passe par la tête là ? Le premier réflexe, c'est souvent la voiture, la voiture neuve. La voiture neuve coûte très cher. L'amortissement est très rapide au niveau économique. Donc, s'acheter une voiture neuve, c'est comme s'acheter un billet pour la pauvreté quand on est dans la classe moyenne. Donc, chaque fois que vous achetez une voiture usagée, vous payez vous-même. Vous prenez de l'épargne. On peut se passer de plein de choses neuves, en fait. La majorité des vêtements de luxe, tout ça paraît très, très commun, mais c'est très cher sur une vie. Et surtout, si vous faites ça plus jeune, à l'âge de 35-40 ans, vous avez une certaine liberté financière que vos voisins n'auront jamais. La cravate, par exemple, vous et moi, on s'en passe ? Moi, j'en porte plus depuis 5-6 ans, mais j'étais comptable, expert comptable, donc chez nous, c'était comme un de mise. Alors l'objectif, c'est quoi ? Vous le dites, c'est de faire des économies, de ne plus finir le mois à découvert, c'est ça ? C'est plus que ça, c'est de se payer une liberté financière, c'est-à-dire avoir un mode de vie sain, équilibré, se payer un peu de luxe, mais réussir dans une vie à ne plus être dépendant des paiements. Le problème, c'est que vous le savez, pardon, je vous coupe, mais demain, par exemple, à Paris, 10 janvier, débutent les soldes. Il y a aussi ces entreprises, vous le dites vous-même, qui, à coup de marketing, nous incitent à acheter. Oui, et moi, je suis allé à l'université pour ça. On m'a formé pour dire, voici comment on doit faire consommer les gens. Donc, à HEC Paris, les finissants entrent là et ils se font dire, voici les stratégies pour faire croire aux gens que leur vie est misérable. Et les réseaux sociaux jouent là-dessus, Instagram joue là-dessus, les annonces jouent là-dessus. Et c'est ça qu'il faut se battre. Donc, le livre, c'est le but un peu, c'est de déconstruire toute la construction marketing qu'on se fait. Donc, autant au niveau de la publicité, mais aussi pourquoi on consomme. Donc, qu'est-ce qu'on vient chercher? On vous fait croire vraiment, vous, là, vous sortez du studio, vous avez une BMW, on va vous dire, vous êtes accompli. Vous n'êtes pas accompli du tout, vous êtes payé quelque chose, simplement. Donc, ça a un prix. Alors, après des plaintes aux États-Unis, en Italie, en Suisse, en Corée du Sud et en Israël, c'est le parquet de Paris qui a ouvert aujourd'hui une enquête contre Apple, soupçonnée de pratiquer ce qu'on appelle l'obsolescence programmée de ses produits. Selon vous, ça participe du phénomène? Moi, j'étais un peu victime de ça, c'est que le téléphone s'est mis à ralentir volontairement pour sauver la batterie. Donc, le problème chez Apple, c'est pas nécessairement juste l'obsolescence programmée, c'est la sous-évaluation de la capacité de batterie qu'ils utilisent maintenant par rapport à leurs anciens téléphones. Donc oui, effectivement, ça influence la consommation grandement. Alors, on parle des entreprises, mais il y a aussi les politiques, on le sait, qui nous incitent à consommer, puisqu'on entend souvent parler, il faut relancer la consommation. Selon vous, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés, au fond, ce désir parfois compulsif de consommer, de posséder des objets? Plusieurs choses, c'est que la consommation, oui, elle est nécessaire pour certains États, mais pour moi, personnellement, non. Donc moi, ce que je dis, c'est avec le livre, c'est laisser les autres encourager l'économie dans leur tête s'ils veulent se déculpabiliser comme ça. Et vous, mais faites une vie à votre grandeur, à votre hauteur, et puis profitez de cet arbitrage-là. Parce que lorsque vous avez des placements et que l'autre a des dettes, vous venez de créer un écart monumental entre les deux. Lui, il est incapable de couvrir ses habitudes passées, et vous êtes capable de créer une diminution d'écart de richesse avec les riches de ce monde. Là, vous parlez des assurances-vie, des placements divers. Donc, s'acheter des placements, c'est une façon de devenir moins pauvre parce que on passe de travailleur à investisseur. Et chaque mois qui passe, je deviens de plus en plus investisseur, de moins en moins travailleur. Et chaque nuit qui passe, je deviens de plus en plus rentable. Et je dis pas de se priver, je dis de changer de paradigme, changer de réalité. C'est vraiment la nuance importante. Je dis pas devenir radin, je dis d'arrêter de dépenser là où il n'y a aucune valeur supplémentaire. Alors, vous dites ne pas devenir radin, mais vous êtes par exemple pour la suppression des goûters d'anniversaire, c'est ça ou pas? Non, c'est parce que les enfants, au Québec, je sais pas comment c'est en France, c'est devenu une folie. On fait une fête d'enfants, c'est ce qu'on appelle un build-up. C'est qui va donner plus de cadeaux aux autres. C'est rendu que l'enfant qui reçoit pour sa fête d'autres enfants doit fournir des cadeaux aux enfants, avoir un magicien, des poupées gonflables, et qui, finalement, a eu plus de plaisir, c'est la personne qui faisait jouer à la cachette, simplement. Alors, au-delà de la question matérielle et de ne pas finir les mois dans le rouge, comme vous le dites, à découvert, il y a aussi, on va dire, une dimension philosophique dans votre livre. Vous écrivez, par exemple, aspirer à être soi-même, à force de vivre dans un cocon relationnel, on devient comme un compte Facebook, on se limite à son cercle fermé d'amis qui mangent, consomment et vivent de la même façon que soi. Votre ami, c'est comme un homme sandwich. Quand il achète un chandail, par exemple, d'une marque, il devient un publicitaire de la marque. Donc, on le regarde, on dit, est-ce que je fais partie du groupe, oui ou non? Et on pense qu'en achetant les mêmes biens, on va devenir aussi bien ou une personne d'intérêt. Mais regardez-vous comment vous regardez les autres. Est-ce que vous avez déjà regardé quelqu'un d'autre en vous disant « Oh, cette personne-là, elle est mieux, elle a une belle voiture ou elle a des beaux vêtements? » La réponse, c'est non. Mais le marketing nous réussit à nous faire croire qu'on est bien,
qu'on est mieux, qu'on est accompli. Et c'est là-dessus, dans la pyramide de Maslow, l'accomplissement. On frappe sur ce clou-là toujours. Par exemple, un iPhone, on va nous dire, ça te prend le nouveau modèle, parce que si tu n'as pas le nouveau modèle, tu ne fais pas partie des nouveaux gens de la secte, tu comprends? Donc, on peut avoir un ancien modèle iPhone parce qu'on veut travailler sans nécessairement avoir le dernier, qui coûte très, très cher à l'achat. Mais justement, comment résister à cela alors, à ne pas se sentir exclu, à ne pas posséder quand on est adolescent, par exemple, le téléphone dernier cri ou les nouvelles baskets? Bien, lire des livres comme celui-là qui vous apprennent à dire qu'il y a des gens qui pensent différemment, la première des choses. Et la deuxième, c'est de se dire, je vais regarder mon compte et je me dis, à 30 ans ou à 35 ans, est-ce que je vais être la personne qui est libre ou emprisonnée de ses finances? Et je connais beaucoup de gens qui sont emprisonnés de leurs finances parce qu'il y a des paiements chaque mois, la voiture, la maison, les obligations, l'école, les vêtements. Au bout de tout ça, on devient prisonnier de nos propres choix. Est-ce que les plus pauvres, est-ce que les classes populaires sont plus victimes et plus fragiles face à ce phénomène? On sait qu'aux États-Unis, par exemple, les subprimes, on a vu des agents immobiliers particulièrement ciblés, particulièrement les plus pauvres. Ce que vous parlez, c'est plusieurs choses. Un, les gens qui gagnent le SWIFT, le salaire minimum, on peut oublier le fait de pouvoir épargner, on survit. Ouais. Mais ce que vous parlez aux États-Unis, c'est qu'effectivement, les Américains ont vendu à des gens qui n'avaient pas les moyens des maisons en leur promettant une hausse de valeur. Donc, le gain de la valeur de ta maison te permettra de payer l'hypothèque. Et c'est pas arrivé. Et aux États-Unis, ils ont une bulle équivalente, c'est-à-dire les prêts étudiants, parce que contrairement à ici, on paie beaucoup de frais de scolarité, et on leur dit, vous allez avoir un emploi qui va vous permettre. Mais on est en train de démontrer que finalement, l'endettement lié aux prêts étudiants est tellement grand qu'il y aura une deuxième bulle, mais sur les prêts étudiants. Est-ce que vous remettez en cause la propriété? Votre livre, il est plutôt de gauche ou il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. Il est plus sur le poids individuel ou le pouvoir individuel qu'on a. Donc, la propriété, ça dépend, c'est du prix. Moi, j'ai 2 propriétés immobilières, mais j'aurais très bien pu être la loyer si le prix n'avait pas été concordant. À Montréal, présentement, comme propriétaire, je subventionne mes locataires. Ils ne paient pas la valeur de l'habitation dans laquelle ils vivent. C'est un peu peut-être la même chose dans certains quartiers de Paris. C'est tellement cher le coût de la propriété que le propriétaire ne peut pas louer le loyer au prix de la valeur. Merci beaucoup Pierre-Yves Maxwin d'avoir répondu à nos questions. En as-tu vraiment besoin? Le livre qui permet de ne plus finir le mois à découvert. On a donc vraiment besoin de votre livre. Merci beaucoup Pierre-Yves d'être venu sur notre plateau édition Les Arènes.